Bonsoir. Une recrudescence des cas d'enlèvement d'enfants inquiète les populations. Que faire face à une telle situation? Eh bien, on va en débattre tout à l'heure. Et ce soir, il sera question de la salubrité et de l'assainissement de nos villes. Notre invité, l'invité du talk, M. Bouaké Fofana. Il est ministre de l'assainissement et de la salubrité. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de choisir les programmes de Live TV, la télé sans filtre. Bienvenue dans le talk avec comme chroniqueur ce soir autour de cette table la très tonique Rihanna Assi. Bonsoir. Bonsoir Brice. Comment tous les ça va? soirs un nouveau qualificatif. Exactement. Toujours parce que aussi chaque positif. jour vous me surprenez. chaque jour. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Très bien. Monsieur Élisée Boloubé, comment ça va? Je pensais qu'on allait dire le fantastique. Comme on a dit tonique, au moins on a fantastique. Je vais très bien. Mais vous allez vous inquiéter pour l'autre. Vous allez très bien. Très bien. Et à travers votre bonsoir, on dira à tous nos concitoyens, particulièrement à ceux de Mans, toutes nos condoléances. On voit que la situation... Merci beaucoup Brice. Franchement, c'est une soirée un peu triste pour nous, avec tout ce qui s'est passé à Mans aujourd'hui. Ouais. Mais bon, ainsi va la vie. On dit beaucoup de courage à tout un chacun et sincères condoléances aux familles. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'information qu'un incendie se serait déclaré dans une boulangerie. Malheureusement, on déclare des pertes en vie humaine. À Mans, toutes nos condoléances. Et M. Alain Toussaint est avec nous ce soir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Regard croisé. Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien, merci. Ou toi-même, faisons pas semblant. Écoutez, chers amis. Mais bon, en tout cas, on salue votre élégance particulière ce soir. Merci. Est-il un rendez-vous après cette émission? Comme vous. Oui, bien sûr. Vous êtes très honnête, j'aime bien. Voici notre petit débat. Ce sera la Saint-Brice ce soir. Exactement. Notre petit débat. Je vous le disais tout à l'heure, les cas d'enlèvement d'enfants se multiplient dans notre pays. Que se passe-t-il? Que doivent faire les parents et nos autorités? Eh bien, ce soir, on en parle. Et pour en parler, justement, Élisée, on va s'appuyer sur cette situation-là. Au Rihanna, je crois que vous pourrez nous en parler, de ce bébé donc, qui a été enlevé mardi, donc hier. Tout à fait, par sa nounou, qu'on appelle parfois femme de ménage domestique. Donc elle est arrivée à l'aide d'une connaissance pour rendre des services domestiques à cette famille le 10 février. Et puis le 15 février, ils ont constaté donc la disparition de leur enfant. Ils ont donc ils ont essayé de lancer des avis de recherche, contacter tous les services de sécurité possibles avant qu'ils aient un coup de fil où on leur disait que justement l'enfant se trouvait dans un commissariat, donc celui de Divot. C'était aux alentours de 23 h. Le père a affirmé en tout cas ne pas avoir de forme de rancune, d'être seulement heureux d'avoir retrouvé donc, sa fille. Donc c'était une petite fille. C'est quand même triste parce que ce sont des cas récurrents donc, dans la ville d'Abidjan, les disparitions où on retrouve, donc, et c'est le cas pour les enfants et même pour les adultes. On avait vu le cas la dernière fois de la dame donc, qui s'était retrouvée à l'intérieur du pays également dans des circonstances pas très intéressantes. Donc c'est assez récurrent et ça appelle à la vigilance. D'autres cas d'enlèvement sont signalés. Des écoliers qui ont été enlevés donc, le 11 février à Tomodi. Un enfant, lui, enlevé donc, le 25 janvier, aurait été donc, retrouvé à Conakry, en Guinée, ça va très chez loin. les parents du ravisseur. Le lundi 24, c'est Dame et Oman, âgée de 32 ans, qui a été enlevée donc, en Dautré, puis retrouvée donc, à Djibona. Vous en parliez tout à l'heure, Rihanna Assi. Élisée Boloubé, déjà, avant de venir à vous, Alain Toussaint, j'ai tout de suite entendu une réaction. Vous êtes horrifié face à ce phénomène. Oui, bien sûr, parce que là, on est carrément, on part des fantasmes à la réalité, en fait. Et le danger est permanent pour à la fois les adultes et les enfants. Là, vous indiquiez le cas de cet enfant qui se retrouve à Conakry. Donc, cela peut laisser supposer que c'est le travail de nombreux réseaux qui opèrent. Et d'ailleurs, Interpol, la police internationale, a produit il y a quelque temps un rapport sur
ces enlèvements, sur ces rapts, ces kidnappings d'enfants. Et malheureusement, très souvent, c'est pour servir à un commerce d'organes, quand les enfants vraiment sont dans, comme on dit, malchanceux et dans le moins pire, excusez-moi, des cas, souvent c'est pour répondre à des demandes d'adoption illégales ou illicites. Donc c'est quand même une situation extrêmement préoccupante et je pense qu'il faudrait que les autorités nationales et internationales prennent cette affaire à bras-le-corps. Peut-être que c'est un phénomène qui existe, Élysée, mais il a pris des proportions qui sérieusement inquiètent. Oui, effectivement, comme tu le dis si bien, moi je n'ose même pas imaginer la peine et le traumatisme des parents qui traversent de telles situations. Déposer un enfant à l'école ou laisser un enfant à la maison et puis tu reviens, tu ne le retrouves plus et tu n'as aucune idée. Déjà le cas de ces 3 enfants, par exemple, 3 écoliers à Toumoudi qui ont disparu et dont on a retrouvé un et les 2 autres, on ne sait pas aujourd'hui. J'imagine la peine des parents en ce moment précis. Et je crois que de plus en plus, sur les réseaux sociaux, c'est devenu récurrent. On a ces genres d'informations, on a ces genres d'annonces et ça commence à créer une certaine psychose au sein de la population. Je pense que pour une question de sécurité nationale, pour une question je dirais d'équilibre même de la société, il y a nécessité que quelque chose soit fait. On ne dit pas que rien n'est fait, mais peut-être qu'il va falloir redoubler d'efforts encore, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les parents, on se demande s'il faut même abandonner le travail pour juste s'occuper des enfants et aller les chercher à l'école, parce qu'on ne sait plus en fait. Nounou, quand même, tout le monde a quand même. Maison. C'est un traumatisme réel qui est là. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que des décisions beaucoup plus fortes soient prises dans ce sens-là. Moi, je garde espoir dans notre police et dans tout notre système de défense parce qu'à plusieurs reprises, ils ont prouvé leur capacité, en tout cas, à décanter ces genres de situations-là. Je ne doute pas que ce soit possible. Peut-être qu'il va falloir qu'on leur accorde encore plus de moyens et que ce soit vraiment un des éléments qu'on puisse mettre, je dirais en quelque sorte, en rouge et qui suscite vraiment une attention toute particulière des forces de police et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant et une psychose réelle est en train de naître de façon tacite, mais progressivement dans la société. Ils emboîtent le pas, hein, parce que la prochaine question aurait été que faire, Alain Toussa? Écoutez, c'est déjà la sensibilisation. Je voulais relever que ces derniers cas d'enlèvement apportent comme une sorte de démenti ou nuance un peu le communiqué de la police qui avait parlé de cas d'enlèvement supposés. J'avais trouvé ça un peu étrange, alors qu'il y a des témoignages concordants, il y a quand même des enfants, des adultes qui peuvent apporter la preuve qu'ils ont été en tout cas dans les filets d'organisations criminelles. Donc effectivement, il faut une mobilisation au plus haut sommet de l'État parce que là, il s'agit d'enfants. Et parfois, la communication peut s'avérer difficile. Et dans d'autres pays, parfois, grâce aux moyens technologiques, on peut retracer, suivre un peu l'évolution de la victime, mais ici, des gamins qui sont totalement démunis. Donc, je pense que d'abord, c'est renforcer la vigilance, la responsabilité des parents. Maintenant, on ne va pas avoir chaque parent derrière les enfants pour les conduire sur le chemin de l'école ou jusqu'à l'école. C'est de la vigilance, de la sensibilisation, parler avec les enfants, parce que le danger n'est pas souvent loin. Vous pouvez aller faire un tour dans le quartier, dans la rue, et puis il y a toujours une personne malveillante qui est en train de rôder et qui met la main sur les enfants. Il y a la question, hein, j'en parle avec vous, Rayana, parce que en général, vous me permettrez, pardonnez, messieurs sur le plateau, en général, les femmes sont plus en contact avec, elles s'occupent directement souvent du recrutement de ces fameuses nounous, de ces aides à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas plus de vigilance quand même à avoir au niveau des personnes qu'on recrute. Parce qu'en général, quelqu'un vous propose tout de suite une dame ou vous rencontrez quelqu'un pour vous occuper de vos enfants. Il n'y a pas toujours souvent un vrai travail. Alors c'est un fait qui est très récurrent justement dans les ménages parce que parfois pour éviter de payer trop cher, on ne va pas s'adresser à des agences alors qu'il y a des agences de placement qui existent, donc qui fournissent donc des documents contractuels qui peuvent retracer la personne en cas de fraude, en cas de vol ou en cas d'incident comme celui-ci. Et parfois, on a recours simplement à des recommandations de connaissances et puis tout se fait dans le black, comme on dit. Il y a même des personnes qui se pointent chez vous un matin pour vous dire oui, qui demandent du travail. Et donc, on a besoin de ces personnes-là et puis on les recrute, mais parfois sans vigilance aucune. C'est pas forcément mal intentionné. Mais là, on se retrouve dans un vrai cas d'insécurité, limite domestique, parce que quand on prend le cas de la nounou qui enlève un enfant, on ne peut pas rester à la maison toute la journée pour surveiller ce que fait
la personne qu'on embauche. Donc quand tu poses la question de savoir que faire, je suis tout à fait d'accord avec le point de la sensibilisation, mais derrière, il faudrait aussi que les autorités puissent saisir à bras le corps ce problème et pouvoir pister ces réseaux-là pour que, même si tout le problème n'est pas réglé, qu'on puisse savoir qu'il y a vraiment un coup de pression qui est fait et que ces réseaux-là se calment, entre guillemets. Moi, je pense que cette question-là lève une problématique essentielle. C'est vrai que Ryan a parlé des agences, il faut peut-être se rassurer, mais il est arrivé des cas où c'est sur les recommandations d'agences, mais que ces personnes sont venues, mais qui sont données à des actes délictueux. Ça veut dire qu'il faut qu'on remonte un tout petit peu. Voilà, c'est-à-dire que même ces agences qui existent, est-ce qu'elles sont légales? Oui, mais... Est-ce qu'elles disposent effectivement de tout ce dont elles devaient disposer pour pouvoir exercer le métier? Donc là, il y a un rôle de contrôle qui doit être fait. Tout à fait. C'est-à-dire, qui donne l'agrément à une agence? Aujourd'hui, quand on va dans une agence, on va juste vous dire on a besoin d'une fille. Peut-être qu'il faut savoir, il faut chercher même à savoir si cette agence est vraiment légale. En fait. C'est-à-dire qu'elle a tous les papiers, qu'on peut la poursuivre au cas où il y a une situation de la sorte. Donc il y a tout ce paramètre-là qu'il va faire. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est-à-dire que je suis entièrement c'est très bien de contrôler, mais même dans le cas où on a contrôlé, on peut se retrouver donc avec des personnes donc, qui vont fuiter et qui seront de mauvaises personnes. Mieux vaut se retrouver avec une agence. Mais au moins, on a une traçabilité. Exactement. Voilà. Parce qu'une chose est certaine, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une dynamique face à une situation, de trouver les voies et moyens, les différentes solutions qui permettent de juguler la situation. Comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de risque zéro. Mais tant que c'est possible de réduire au maximum l'ampleur de ce phénomène, il faut le faire. Et c'est des pistes en fait à scruter. À explorer. Alain Tosson. Oui, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les agences de placement parce que d'ailleurs, on ne dispose pas de statistiques qui pourraient appuyer que par exemple, sur 10 enfants enlevés, un pourcentage de 60 ou de 70 serait le fait de nounous. Donc pour moi, il faut être très prudent parce que dans la stigmatisation d'une catégorie de personnes, de personnel d'ailleurs, essentiel à la vie de nos familles. Mais c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que quand vous faites entrer quelqu'un dans vos murs, dans votre famille, là où il y a des mineurs ou même des adultes, parce qu'ils peuvent également, ces personnels-là, exercer de la violence, même sur des adultes, la base, c'est quand même de recueillir le minimum d'informations. Bon, moi, je pense que c'est aux autorités de faire ce travail-là, voilà, de sensibilisation, parce que les parents sont déjà pris à 10 000 choses. Ils doivent aller travailler, s'occuper de faire fonctionner la famille. Et jusqu'où est-ce qu'on doit être vigilant? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on est assez prudent pour pouvoir prévenir ces choses-là, quand on sait que ça peut venir de partout Oui, mais donc, il y a des niveaux de sensibilisation, on est d'accord. Le premier niveau de sensibilisation, ce sont les parents. Ceux qui sont, avant que les autorités même ne réagissent, qui ont une responsabilité vis-à-vis déjà de leurs enfants. La personne qui vient vous proposer une fille, une aide à domicile, si c'est le cas. Donc, le premier niveau de responsabilité, de vigilance, c'est à ce niveau-là. Et la sensibilisation des enfants. Pardon? La sensibilisation des enfants. Oui. Voilà, définir un périmètre où ils peuvent évoluer, jouer, etc. Oui, nous, quand on était à l'école, on nous avait parlé de ce fameux, parce que je crois que c'est une question d'enlèvement, oui, ce fameux mais bien sûr, oui. Donc on nous disait, voilà, vous ne vous approchez pas d'une voiture que vous ne connaissez pas, d'un monsieur qui n'acceptez pas des bonbons, de personnes que vous ne connaissez pas. Donc il y a une sensibilisation à faire au niveau des enfants. Les parents sensibilisent les enfants, se sensibilisent eux-mêmes. Et puis après, il y a un autre niveau de sensibilisation. Donc on a parlé des... Oui, je suis d'avis avec toi, Brice. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de mécanismes qu'il faut mettre en place. Comme tu l'as dit si bien, il y a la sensibilisation des parents qui doivent certainement alerter leurs enfants, leur donner un certain nombre de rudiments élémentaires qui puissent leur permettre vraiment d'éviter de se retrouver dans une situation où ils pourraient être enlevés. Ça, c'est déjà important. Mais à côté, il y a même les établissements scolaires où les enfants sont. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'on peut prendre. C'est vrai qu'il y a certaines écoles aujourd'hui qui ont pris un ensemble de dispositions de sorte que l'enfant, pour qu'il sorte de l'école, ne peut le faire qu'en présence d'un parent. Voilà, en présence d'un parent, en présence d'une carte qui prouve que vous êtes vraiment le parent. Donc, mais souvent, l'enlèvement ne se fait pas devant l'établissement. Non. C'est dans le trajet entre l'école. Le trajet entre l'école et la maison. Non, Brice. Peut-être que les cas que nous évoquons maintenant sont entre le trajet entre l'école et autres, mais il y a eu des moments où devant l'école aussi ça s'est fait. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre à ce niveau aussi. Et puis, aussi, dans la société, mais de façon générale. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à regarder sur les réseaux sociaux, on a tendance à regarder à la télévision beaucoup d'émissions. Vraiment, on a beaucoup de plateformes. Mais je pense qu'il est quand même intéressant aussi que dans tous ces programmes-là, on ait des éléments de sensibilisation, des éléments d'alerte, des éléments de sensibilisation qui permettent aux uns aux autres d'avoir des réflexes,
des réflexes face à une situation probable qui pourrait créer des enlèvements. Il y a tout ça qu'il faut voir. Et puis après, maintenant, comme je dis, il y a les autorités qui, elles aussi, par exemple, dans les contrôles de police, donc il faut être beaucoup plus vigilant aujourd'hui, maintenant, sur les personnes, par exemple, qui transportent des enfants. Oui, donc demander si ce sont leurs enfants. Exactement. C'est ça. Voilà. Un meilleur regard. Quand vous souriez, Elisée. Non, mais ça se fait. Non, je suis d'avis, parce que non, quand je le dis, c'est pour juste une anecdote qui me fait un peu rire. Un moment, effectivement, quand on a fait l'histoire, il y a 2 ou 3 ans de cela, on parlait en fait même des enlèvements d'enfants encore, c'était revenu en son temps. Et on disait que quand on voit quelqu'un qui est avec un enfant qui pleure, on fait très attention. Je me rappelle qu'une fois, j'avais mon fils dans le véhicule. Et le petit, je ne sais pas ce qui s'est passé, a commencé à pleurer. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir des craintes. Je me dis, mais attends, il ne faut pas me livrer à la vérdict. Et là, malheureusement, à ce moment précis, il était encore tout petit. Donc, il ne s'exprimait pas correctement. C'est ça. Donc, il n'aurait pas peut-être pu dire non, c'est mon papa ou c'est mon. Donc, rassurez-vous, j'ai vu. Mais c'était une situation aggravante aussi. Il y a une vraie ressemblance. On peut pas en douter. Bon, on en sourit pour pas en pleurer. Il faut être vigilant. Il faut revenir donc sur les conseils importants en ce moment. Il faut être vigilant. Il y a des timings pour vos enfants. Essayez quand même, s'il est 17h30, que l'enfant revient de l'école qui n'est pas encore là, commencez déjà. Ce ne sont pas que les enfants d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est valable pour tout le monde. En ce moment, il y a un vrai besoin de sécurité, donc de vigilance donc, au niveau des uns et des autres. Merci beaucoup à vous. On va tout de suite partir à notre Lu entendu du soir. Notre Lu entendu du jour nous vient du journal Le Patriote dans sa parution du mercredi 16 février 2022, un article qui porte sur les enjeux du prochain sommet Union européenne-Union africaine. Sommet qui aura lieu donc les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. C'est une jolie photo de famille, hein, une jolie photo qu'on va prendre sur laquelle on va s'appuyer pour illustrer notre échange, notre Lu entendu. Alain Toussaint, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ces sommets-là apportent quelque chose dans la vie de nos populations ou de nos nations? Rien que ça. Écoutez, moi, les sommets Europe-Afrique m'ont toujours laissé un peu dubitatif. Mais je comprends l'Europe qui, aujourd'hui, doit s'arrimer à l'Afrique si elle veut survivre et rester au niveau des États-Unis, puisque nous sommes le principal pourvoyeur de matières premières. Et en promettant des aides, des investissements, etc., elle maintient ce lien. Elle parle même d'un partenariat renouvelé. Ça fait au moins 60 ans qu'on parle de partenariat renouvelé, quand on sait que l'Europe aujourd'hui fait quand même partie de l'entité qui pille le plus l'Afrique. Mais quand on vous écoute, Alain Toussaint, on a juste l'impression qu'il n'y a que l'Europe qui bénéficie de ces partenariats, mais l'Afrique aussi en bénéficie. L'Afrique aussi en bénéficie, mais c'est dans un autre sens de compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les chefs d'État africains n'ont plus envie d'avoir cette relation de dépendance vis-à-vis de l'Europe. Quand on est dans un partenariat, on estime que c'est gagnant-gagnant, c'est 50-50, on tire tous deux nos parts du jeu et on fait tous deux des concessions. Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut aller à voix égale, à gagnant-gagnant, 50-50, quand même pour les questions de vaccins, on est toujours obligé de regarder vers l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment armé, permettez-moi l'expression, pour pouvoir aller à cette table de négociation en exigeant le fameux 50-50? Non, je pense... Allez-y, Ariane. Non, j'allais dire que, justement, le fait qu'on ne soit pas suffisamment armé ou qu'on n'ait pas l'impression d'être suffisamment armé devrait nous laisser se poser des questions sur, finalement, l'efficacité ou la productivité de tous ces partenariats avec l'Europe. Ça montre bien qu'on a une certaine dépendance de laquelle on n'est toujours pas sorti. Ou qu'on a besoin, nous-mêmes, à un moment donné, de suffisamment s'outiller. C'est toujours bien de regarder. Pourquoi est-ce qu'on fait un partenariat avec l'Europe? Quelqu'un disait les vrais ennemis de l'Afrique sont les Africains. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un partenariat avec l'Europe? Pour qu'on accepte de le faire, c'est parce qu'on estime que ce partenariat va nous être bénéfique, dans le sens où, au sorti de ce partenariat, on sera mieux outillé. Si aujourd'hui on ne l'est toujours pas, vous verrez les chefs d'État qui sont beaucoup plus sceptiques vis-à-vis donc de tous les sujets qui sont évoqués par les Européens. C'est bien parce qu'ils savent, ils ont bien compris ce jeu. Et les Européens le voient également, et c'est pour ça justement qu'ils vont sur tous ces investissements, ces aides et tout ça pour convaincre. Élisée Poulougbeu, vos deux voisins d'en face, là, ils ont un peu l'impression que dans ces partenariats, l'Afrique perd plus que ne gagne. Bon, moi, avant qu'on entre dans qui perd ou qui ne perd pas, moi je pense déjà qu'une chose est certaine, on est dans un monde, on ne peut pas évoluer. On est dans un univers planétaire, on ne peut pas évoluer en autarcie, on ne peut pas évoluer seul. Donc c'est tout naturel qu'on ait ces rapports bilatéraux, multilatéraux, et c'est vraiment important. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent vraiment ces sommets
qui sont des moments de rencontre, d'échange vraiment sur un avenir commun. Bon, on est d'accord pour le principe, voilà. On est d'accord. Maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, maintenant les enjeux à l'intérieur, moi je pense que depuis un certain temps quand même, il faut le dire, c'est peut-être à tort ou à raison, mais les populations ont l'impression que ce qu'elles attendent n'est pas forcément pris en compte dans ces sommets. Pour la simple et unique raison que, par exemple, quand vous lisez les différents points qui sont à l'ordre du jour, vous les lisez, c'est juste des thématiques. Mais comment ces thématiques-là sont déclinées au niveau, quand on parle par exemple de la table ronde relative à l'agriculture et au développement durable, qui a eu lieu en 2018, où l'UE et l'Union africaine avaient créé un groupe de travail commun autour de la sécurité alimentaire africaine et des investissements agroalimentaires. Aujourd'hui, quel est le bilan pour les Africains? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre de façon concrète toutes ces décisions qu'on prend, tous ces accords qu'on signe, comment on les décline. Aujourd'hui, il est important qu'on se dise, par exemple, le sommet UA qui a eu lieu à Abidjan en 2016, je me rappelle très bien, il y a eu des résolutions qui ont été prises 5 ans après ou 6 ans après. Où en sont les résolutions? Il faudrait faire les états généraux des sommets. Il faut qu'on fasse un bilan. Ce serait bien que peut-être à l'issue du sommet, on dise qu'en 2016, on avait décidé que notre coopération aille dans ce sens. En 2022, voilà où nous en sommes. Effectivement, sur la chaîne des décisions qui avaient été prises, on a évolué à 80%. C'est des éléments factuels dont on a besoin en fait. Donc tant qu'on restera juste dans la généralité, on verra toujours ces Vous avez l'impression qu'on est que dans la généralité, tout ça? Moi, je pense qu'on est au-delà de la généralité. On est même dans le paternalisme européen, donneuse de leçons sur la démocratie, sur la bonne gouvernance. Sur l'immigration, en revanche, elle ferme la porte aux Africains qu'elle aime tant, etc. Je pense que, bon, se rencontrer pour parler de l'avenir du monde, moi je veux bien, mais l'avenir de l'Afrique et des Africains est plutôt en Afrique. Moi, je verrais bien le renforcement des liens entre nos pays d'Afrique de l'Ouest et ceux d'Afrique centrale, d'Afrique australe, etc. Et d'Afrique du Nord, naturellement. Parce que c'est cette entité, quand même, qui va peser... Coopération sud-sud. Mais bien entendu. Mais ça, dans l'UA, Alain, c'est ce qui s'est fait dans l'UA, logiquement. Oui, non, mais on a des ensembles... C'est fait dans l'UA. C'est très bien qu'on soit en train de parler de nous-mêmes. On a des ensembles sous-régionaux qui doivent être redynamisés, il y a, voilà, au niveau économique et autres. Moi, je veux bien qu'on coopère avec l'Europe, mais vous savez, il ne faut pas être hypocrite. Ça fait 60 ans en moyenne que depuis que nous sommes indépendants. Combien de secteurs industriels ont été transférés en Afrique? Aujourd'hui, nous importons des voitures. Au niveau même de l'industrie agroalimentaire, l'essentiel quand même des technologies se trouve en Europe. Vous voulez que je vous pose une question à l'intérieur? Oui, allez-y. La fameuse question, à qui la faute? La fameuse question, à qui la faute? La faute aux accords post-indépendance qui ont été signés. Quand, par exemple, parlons du franc CFA, quand pendant des décennies, l'essentiel de nos réserves étaient logées à la Banque de France. Et quand aujourd'hui notre monnaie est battue à chamailler en France, etc., est-ce que vous pensez que là, il s'agit d'indépendance? Nous sommes comme dans une relation de dépendance, je vais dire outrageante et outrageuse, et qui constitue un frein pour le développement de nos pays. Donc quand on se retrouve à Bruxelles entre Européens et Africains, je ne sais vraiment pas ce qui sortira de ces rencontres, parce que la finalité, c'est quoi? C'est de neutraliser la Russie, très active sur le continent, de limiter l'expansion chinoise et puis d'empêcher peut-être que l'Inde ou le Brésil continuent d'avoir des parts de marché. C'est purement tactique. Quand on vous écoute, vous êtes en train de nous conter un film de James Bond. Non, c'est la réalité. C'est la réalité, en fait. Enfin, ce sont des ensembles, enfin, c'est de la géoéconomie, géostratégie, etc. Et quand l'Europe invite l'Afrique, c'est toujours pour parler de ses intérêts. Vous voyez? Les intérêts de qui? De l'Europe, évidemment. Ah ouais? Voilà. Et la contrepartie, ce serait la sécurité que nous apporterait pour lutter, par exemple, contre le djihadisme dans le Sahel. Mais moi, je trouve que le procès que Alain fait à... Ah non, ce n'est pas un procès, c'est juste une analyse. Voilà, l'analyse c'est une analyse, effectivement. L'analyse qu'Alain fait, bon, à son côté objectif, mais je pense aussi peut-être que c'est un peu comme un procès. Parce qu'en réalité aussi, la Russie, il y a le sommet... Vous avez fait le tour pour revenir au procès, parce qu'il y a le sommet russe-Afrique qui existe bel et bien. Quand on y va, je pense que Poutine ne va pas pour parler des intérêts des Africains, il va pour parler de ce que la Russie peut faire. Et on a vu qu'à la suite du sommet Russie-Afrique, il y a quelques années de cela, on a vu ce que la Russie est en train de faire aujourd'hui sur le continent. On a le sommet Chine-Afrique. Donc, on sait que ce sommet Chine-Afrique, ce que ça a apporté aussi, c'est que, en tout cas, ça a ouvert des voies à la Chine sur le continent. Donc, d'une manière ou d'une autre, les grands blocs savent que l'avenir du monde se joue en Afrique. Chacun essaie plus ou moins de prendre pied en Afrique. Ça, c'est normal. Maintenant, nous, Africains, ça, c'est ce que je dis toujours. Comment est-ce qu'on négocie nos termes? Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10, 60 ans, qu'on ne développe pas de voiture, on ne fait rien et tout ça. Mais à qui la faute?
Si en 60 ans, vous n'avez pas pu faire bouger les lignes de sorte à ce qu'aujourd'hui on soit à un tel niveau, mais je pense que quelque part il y a une responsabilité personnelle d'abord qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître avant même de chercher à imputer la responsabilité de ce qui se passe à autrui. Moi, c'est ce que je disais, ces sommets, quand on va, il y a des résolutions qui sont prises. Je suppose que les échanges qui sont faits, c'est dans le but de, comme on le dit, gagnant-gagnant, d'aller dans un sens gagnant-gagnant. Mais quand on finit, quand on va au sommet prochain, on fait le bilan. Est-ce qu'en réalité, j'ai gagné comme il était prévu que je gagne? Si je n'ai pas gagné, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas gagné? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à nouveau? Je pense que ça ne fonctionnera pas parce que, vous savez, la relation entre l'Afrique et l'Europe ne date pas d'aujourd'hui. Avant, on avait ce qu'on appelait les fameux accords ACP. Afrique, UACP, oui. Voilà, Afrique, Caraïbes, Pacifique, oui. Où l'Europe devait régenter le régime d'exportation ou d'importation, par exemple, de nos produits agricoles, la banane et autres, sur son territoire. C'est toujours elle qui fixe les conditions. Pendant longtemps, et même encore, la Côte d'Ivoire subit un peu les pressions, le chantage de l'Europe concernant le cacao, parce que nous ferions travailler des enfants dans nos plantations. Mais basta, ça suffit maintenant. Voilà, je veux dire, vous parliez de la Chine tout à l'heure, mais la Chine, quand elle vient en Afrique, on peut observer quand même ce qu'elle apporte. En 2014, il y a eu un sommet USA Afrique à Washington. Effectivement, c'était un sommet pour rien. Obama a convoqué toute l'Afrique. Moi, j'ai assisté. Et puis, 8 ans après, il n'y a rien. Donc, les sommets... Sur la question du sommet... Non, mais bon... Non, pardon, je vais conclure dessus. S'il te plaît, si tu me permets 30 secondes. Oui. Sur la question... La négociation. Sur la question de la Chine, honnêtement, aujourd'hui... Allez, je dis que mais la Chine fait mieux que l'Europe. Non, moi je pense même que c'est la plus grande arnaque. Parce que la balance commerciale aujourd'hui est déficitaire pour tous les pays vis-à-vis de la... Alors qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, l'Union européenne est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je prends les rapports entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, je peux dire que ces rapports-là sont nettement meilleurs. Mais l'Afrique du Sud commerce mieux avec la Chine, par exemple. La Côte d'Ivoire et la Chine. Ce que je vous promets tous les deux, c'est que ce la semaine prochaine, on va faire un petit débat. On aura beaucoup plus de temps pour aborder la question. Et beaucoup plus de matière. Alors, et après, il y a même les... De matières premières. Voilà. Et après, les médias sur lesquels on s'exprime. Pour moi, c'est un point important. Ah oui. C'est important. Le président a parlé. Et le président a parlé, il a parlé sur un média international, encore une fois. Oh. Et je voudrais, en ce moment, et je dois demander à Eliane de me permettre de parler face à la caméra de Yann. Monsieur le Président, il est important pour nous ce soir-là, de façon très solennelle, en dépit de tous les courriers qu'on vous envoie. Je ne sais pas si vous les recevez, mais en tout cas, nous souhaitons, nous, médias nationaux, pouvoir aborder un certain nombre de questions avec vous. Nous vous invitons solennellement, donc officiellement sur nos chaînes. Les courriers sont déjà partis, mais bon, vu que personne ne nous entend et que les interviews continuent sur les médias internationaux, on a envie, ce soir, Monsieur le Président, de vous dire que nous vous attendons sur ce plateau-là, ou sur un plateau que vous aurez décidé, mais en tout cas, votre modèle d'expression sur nos chaînes sera vraiment apprécié. Merci beaucoup. On va à la pause. Nous sommes de retour pour la suite du Live Talk. Merci d'être toujours en notre compagnie. Nous allons à présent parler de salubrité et d'assainissement avec notre invité. À tout de suite. Faire. Qui mieux que le ministre Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, qui nous rejoint sur le plateau, la personne indiquée. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, depuis le 9 avril 2021, c'est une date que vous connaissez bien, eh bien, vous avez la charge du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Tout de suite, quel état des lieux vous faites aujourd'hui le cadre de vie des Ivoiriens, monsieur le ministre? Écoutez, le cadre de vie des Ivoiriens, en tout cas en ce qui concerne l'assainissement et la salubrité, je ne sais pas si, comme je parle au grand public, je vais expliquer, l'assainissement pour nous a deux volets. C'est, pour que tout le monde me comprenne, un volet qui est le drainage, c'est-à-dire qui est la collecte des eaux de pluie, les emmener là où elles doivent partir. Et puis il y a la gestion quand on a des eaux usées, les eaux qui viennent de nos toilettes, comment on les draine, comment on les traite avant de les rejeter dans la nature. Ça, c'est le volet assainissement. La salubrité, c'est la propriété, c'est donc la gestion des ordures ménagères, essentiellement. Alors, vous savez que c'est un secteur qui est relativement nouveau, puisque pendant longtemps, il n'existait pas en tant que département ministériel autonome. La Côte d'Ivoire a pris conscience de l'importance de l'assainissement et de la salubrité. On a fait un département ministériel. Alors, l'action gouvernementale, pour moi, elle est une. J'ai succédé à Nouloto. Des actions avaient été déjà engagées.
Et je dois continuer, bien sûr. Donc, en termes d'assainissement, l'état des lieux, c'est que sur Abidjan, sur le Grand Abidjan, qui va jusqu'à Grand Bassam, Dabou et tout ça, le Grand Abidjan, nous avons un schéma directeur d'assainissement et de drainage. Donc, qui dit les besoins du secteur en matière d'investissement, dans ce secteur-là, pour la collecte des eaux de pluie, pour la collecte des eaux usées et le traitement avant le rejet en lagune. Et en matière de salubrité, nous avons sur le Grand Abidjan également un contrat, une convention cadre de gestion des ordures ménagères par 2 opérateurs internationaux. À l'intérieur du pays, quelques villes à l'intérieur du pays ont également des opérateurs en matière de salubrité. À Abidjan, nous avons un réseau primaire, un réseau important d'assainissement collectif. Ce qu'on appelle l'assainissement collectif, c'est un peu ce qu'on appelle l'égout. Quand vous êtes dans vos toilettes, vous vous lavez, les eaux vont quelque part, qu'on appelle les eaux usées. Les eaux des toilettes vont quelque part. Quand tout ça va ensemble dans un réseau qu'on appelle le réseau collectif, l'assainissement collectif, et puis il y a une partie d'assainissement autonome, où vous n'avez pas accès à l'égout. Vos eaux, vous les collectez vous-même, vous creusez un puits, qu'on appelle une fosse septique. Ensuite, il faut récupérer donc ces eaux usées pour les traiter. Très bien. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure du schéma directeur. Ma question, c'est, il date de quelle année? Je pense que certains le trouvent un tout petit peu pas adapté à nos réalités. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est basé sur une étude locale. Ça date de 2018. On a fait une étude pour estimer les quantités d'eau qui tombent, par exemple, en Côte d'Ivoire. On regarde l'urbanisation de la ville, parce que c'est un problème simple en ce qui concerne les eaux de pluie. Sur la terre naturelle, quand il pleut, une grande partie des eaux s'infiltrent naturellement pour aller alimenter la nappe phréatique qui est en bas. Au fur et à mesure que vous urbanisez un site, vous l'imperméabilisez en même temps. Chaque route bitumée, sur tout le long, la terre qui est là devient imperméable. Quand on construit des maisons, les toits, cette partie, la surface occupée par la maison, devient imperméable. Donc, ces eaux doivent être collectées pour les envoyer vers l'exutoire. Donc, l'étude a été faite en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas être détachée de nos réalités. Donc, ce schéma directeur a permis d'identifier les investissements à faire en termes d'ouvrages d'assainissement, d'ouvrages de drainage. Ça, c'est pour l'assainissement. Pour la salubrité, on a également... Très bien. Je vous garde sur la question. Hein. Je crois qu'Alain Toussaint et Élisée, nos amis de la Riviera Palmeraie, sont en train de certainement regarder cette émission. Et puisqu'on est en train de parler de ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous parlez de drainage d'eau, de pluie. Qu'est-ce qui se passe à la Riviera Palmeraie? Qu'est-ce qui se passe à la Riviera Palmeraie? C'est simple. En tout cas, au plan technique, c'est simple. Je parlais d'urbanisation. Le problème qu'on voit à la Riviera Palmeraie ne naît pas à la Riviera Palmeraie. Il naît en amont, bien en amont. Tous les secteurs qui étaient en amont de la Riviera Palmeraie, il y a quelques années, c'était de la forêt, c'était de la terre vierge. Cette zone s'est urbanisée. Très rapidement d'ailleurs. Très rapidement. Donc toutes les eaux qui tombent là-bas, il faut naturellement les collecter, les drainer pour les envoyer vers la lagune, qui a leur destination naturelle. Donc, il faut, pour régler le problème, construire des ouvrages, des retenues d'eau. Pour tout le monde, on creuse un trou, une cuvette, l'eau vient là, et ensuite on régule son débit pour aller vers la lagune. Tant qu'on n'a pas construit ces ouvrages, on va avoir ces difficultés d'inondation. Alors, le schéma directeur, j'arrive. Le schéma directeur, justement, après cette étude-là, on a identifié les besoins en ouvrage. Donc, en barrage de retenue d'eau, en canalisation pour envoyer les eaux vers la lagune. Il se trouve que la plupart des sites naturels de ces barrages-là sont aujourd'hui occupés. Occupés de façon plus ou moins définitive. Par des habitations, vous voulez dire? Par des habitations. Alors, donc, aujourd'hui, si nous avons un site naturel de barrage, où on doit construire un barrage, même quand nous avons les moyens de construire le barrage lui-même, il faut indemniser
les personnes installées sur ce site. Ça devient des frais supplémentaires. Des frais supplémentaires, et c'est ça qui rallonge les délais de construction des ouvrages. Alors, moi, tout à l'heure, vous parliez d'investissement, justement. Je voulais savoir quel est le budget par rapport au PIB alloué, justement, aux grands travaux d'assainissement. Ben, écoutez, aujourd'hui, je prends le budget, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Le budget 2022, par exemple, c'est 145 milliards. Ça fait environ moins de 9% du... Beaucoup moins de ça. Non, à 0,09, 0,1%. Parce que le budget fait à peu près 9 milliards. 9 000 milliards. Donc on est... Nous avons 145. 145, donc on est autour de cette... Mais il faut dire quand même que c'est un budget qui est appréciable. Il permet, si vous voulez, sur une durée raisonnable jusqu'en 2025-2030, si on n'est pas retardé par ces questions d'occupation des sites, il permet justement de faire face aux problèmes d'inondation à Abidjan. Monsieur le ministre, moi j'aimerais savoir quelles sont les difficultés donc, liées à votre activité. Qu'est-ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, quand on part dans un autre pays, on peut dire « waouh, c'est vraiment propre ». Qu'est-ce qui fait que chez nous, on a le sentiment de ne pas vraiment avoir ce sentiment? On a le sentiment de pas... Vous parlez de propreté de la ville? De propreté de la ville. Salubrité. Alors, là, c'est la salubrité. Oui. Alors, il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons. D'abord, nos habitudes. C'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, nous avons bien identifié ce qu'il faut faire en termes de gestion de la salubrité, mais ce que nous ne maîtrisons pas encore... Qu'est-ce qui a été identifié? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends Abidjan, par exemple. Si je prends Abidjan, nous savons qu'Abidjan produit entre 4 000 et 4 500 tonnes de déchets par jour. Je ne sais pas si vous imaginez. Entre 4 000 et 4 000 tonnes de déchets par jour. Ces déchets, il faut déjà les collecter. Ensuite, les transporter vers des centres d'enfouissement. La difficulté que nous avons, c'est la difficulté de comportement. Je vous prends un exemple simple. Des citoyens? Des citoyens. C'est pour cela que je dis, on a besoin de votre appui d'ailleurs. Il faut qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut faire des investissements. En même temps, il faut sensibiliser la population. Ouais, parce que même si on a des caniveaux qui sont chargés de drainer les eaux, que les gens y jettent les ordures, absolument, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut créer des... Donc, enfin, on a un pratiques, gros problème de sensibilisation, d'éducation des populations et de faire venir, enfin, de faire naître ce Ivoirien nouveau que le chef de l'État souhaite voir naître. Ce Ivoirien nouveau qui déjà, au niveau de la collecte, par exemple, nous avons sur Abidjan une convention, on a des partenaires, on sait qu'ils passent tel jour à telle heure. Il faut sortir ces ordures avant le passage. Quelquefois, les gens viennent, ils sortent les ordures après qu'ils soient passés. Monsieur le ministre, une chose est certaine, aujourd'hui, personne ne nierait que des efforts ont été faits comparé à quelques années en arrière pour vraiment donner un cadre de vie sain et agréable aux populations ivoiriennes. On voudrait juste savoir, aujourd'hui, on sait que l'État a fait des concessions avec des entreprises. Il y en a combien d'entreprises? Et aussi une chose qui est importante, on a remarqué très souvent pour ceux qui circulent dans les rues, voir des femmes qui balaient. Et il y a eu parfois ces femmes-là qui ont fait des grèves parce qu'elles n'étaient pas rémunérées. Est-ce que vous avez un œil sur ces entreprises concessionnaires-là? Est-ce qu'elles font concrètement le travail? Et aujourd'hui, quels sont leurs cahiers de charges en réalité? Alors, il faut séparer les deux choses. Les dames que vous voyez balayer dans la rue, c'est un autre problème. Alors, enfin, je dirais que c'est un autre sujet. Mais je vais y venir. Oui, parce que, pardon, monsieur le ministre, mais Jean-Claude Bobo, par exemple, qui nous regarde sur les réseaux sociaux, nous dit par exemple que vous parliez tout à l'heure de sociétés de collecte qui viennent récupérer, mais souvent, on sait l'heure, mais souvent c'est une fois par semaine. Est-ce que là, déjà, pour parler des questions de difficultés de votre ministère, il n'y a pas... ça ne suffit pas, en fait. C'est là où je parle de changement de comportement. Certains d'entre nous ont vécu en pays développé. Est-ce qu'il y aurait un pays développé où les camions passent tous les jours pour ramasser les ordures ménagères? Moi, j'ai l'exemple d'un pays développé où j'ai vécu. Ils passent une fois par semaine. Vous gardez les ordures chez vous. Le jour J, on sait qu'ils partent tous les mercredis, par exemple, mercredi soir. Parce que tout ça, à la fin de la journée, ça se met en coût. Si le camion doit passer tous les jours, ça coûtera plus cher que s'il passe 2 fois par semaine, 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Alors, quand on a 4 500 tonnes par jour dans une ville, il faut un peu de discipline de la part des ménages eux-mêmes. On a un calendrier de passage de camions, il faut sortir les ordures avant.
Parce que si on les laisse, si les ordures sortent après le passage du camion, malheureusement, ça va rester là 1 ou 2 jours. Et si par malchance, il pleut ce soir après le passage du camion, tous ces ordures vont être emmenées vers les lagunes. L'autre problème, c'est qu'il faut un peu de discipline parce que ces ordures-là ménagères, en fonction de la nature, on aurait pu faire un tri au départ. Parce qu'il est plus facile de gérer des ordures, enfin, des déchets secs, on dit, du papier par exemple, que de gérer du biodégradable, des restes d'aliments et tout cela. Mais on va y arriver, il faut qu'on fasse cette sensibilisation de nos compatriotes. Et l'éducation. L'éducation, même dans les écoles, on commence à faire cette sensibilisation pour que les gens apprennent déjà à trier à la base. Ensuite, quand ce déchet, on le met dehors, il faut qu'il soit bien emballé. Bien emballé, parce que le type qui passe, vous voyez, dans les pays développés, le camion qui passe chercher les ordures, le chauffeur, il fait tout. Parce que les ordures sont sorties, sont dans des poubelles. C'est une seule personne qui conduit le camion. Chez nous, quelquefois, il faut que ce soit à l'appel. Parce que les gens n'ont pas bien emballé. Parce que quelquefois, même quand on met les déchets dans des endroits au dépôt, il y a des gens qui viennent déballer pour le sachet lui-même, pour le contenant. Si bien que le camion qui devait passer 5 minutes devant un site d'ordures va passer une demi-heure parce qu'il faut qu'il descende à l'appel. Tout ramasser. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez, excusez-moi, d'enfouissement. Ça n'a pas été répondu, s'il te plaît, Alain. Oui. Le ministre n'a pas répondu en fait à mes questions. Oui. Monsieur le ministre. Parce qu'entre-temps, Fabrice lui a glissé une question qui n'était pas prévue. Il a raison, il a raison. Donc je disais qu'à Abidjan, sur le Grand Abidjan, nous avons 2 partenaires. Il y a 2 sociétés qui ont été recrutées par appel d'offres international. Donc c'est vraiment des spécialistes de ce domaine-là. Alors, ces conventions comprennent quoi? Ça comprend la collecte des ordures, leur transport et au centre d'enfouissement. Le centre d'enfouissement, c'est un centre de valorisation. C'est un centre où on enfouit les ordures. Après, on peut produire du gaz ou de l'énergie, après quelques temps d'enfouissement. Donc, c'est des contrats standards, c'est une gestion rationnelle des déchets. On a un système d'économie circulaire, donc toutes les ordures partent dans un centre d'enfouissement technique. Il y en a un à Abidjan, qui est à Kosiwan, qui est fait pour 3 casiers. Il y a 2 casiers. Le deuxième casier, on est en train de le remplir, vu la quantité de déchets qu'on produit à Abidjan. Et on est en train de passer au 3e casier. Ça, c'est la convention de salubrité publique. Les dames dont vous parlez, qui sont quelquefois sur la route, c'est quelquefois des projets dans le cadre de réinsertion, d'insertion, de création d'activités génératrices de revenus. Voilà. Sinon, aujourd'hui, nos partenaires ont même sur les routes, c'est pour ça que les habitudes sont importantes. Si on change bien le comportement, nous avons aujourd'hui des camions qui balayent certains accès, certaines voies. Mais ces camions-là sont faits pour prendre quoi? Vraiment des déchets légers. Oui. Un peu de poussière, machin et tout. Mais quand vous mettez de là-bas de la terre ou des solides et tout. Des canettes, de façon terre à terre. On vous a bien compris. Hein. Moi, je crois que, et d'ailleurs, ça fait partie des réactions de nos internautes. Oui. Ils sont très nombreux à dire qu'il y a un vrai besoin de discipline, il y a un vrai problème de civisme même au niveau des uns et des autres. Avec tout ce qu'il a soulevé comme point sur le civisme, quelles sont les actions qui sont menées pour communiquer? Voilà, les actions qui sont menées. Non mais monsieur le ministre, pardonnez-moi, ça s'appelle ici les tirs groupés. Donc, du coup, on a identifié le problème du civisme, de l'éducation, comment on dit, la sensibilisation. Mais écoutez, ça, quand on a identifié ces problèmes qui sont factuels, il y a peut-être des dispositions à prendre. Parce que vous parliez tout à l'heure de certains pays où les camions de ramassage passaient chaque semaine. Je ne sais pas si à Paris, par exemple, moi je les entendais tous les soirs. Je les entendais tous les soirs ou à 5 h du matin, qui passaient régulièrement. Bon, monsieur le ministre, clairement, les gens peut-être ont envie de dire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, par exemple, de recruter ou d'avoir peut-être plus de camions, plus de sociétés pour nous aider, vu qu'on n'a pas les mêmes habitudes? Est-ce qu'on en a les moyens? Il y a la question des moyens, mais voyez-vous, cette année, en 2022, nous allons procéder à la revue à mi-parcours de ce contrat de salubrité publique avec les 2 sociétés pour Abidjan. C'est un partenariat public-privé. Il est signé sur 7 ans. Ça fait 3 ans et demi à peu près, cette année.
nous allons faire une revue à mi-parcours pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que nous voulons en plus? Ils nous diront, bon, ben, si vous voulez ça en plus, on va négocier pour voir comment on améliore le service. Très concrètement, nous avons fait nous-mêmes une évaluation du service aujourd'hui. Nous avons un premier problème, c'est la collecte au départ. Il y a des zones d'accès difficiles où les camions que nous avons ne peuvent pas aller, par exemple. Ça va accéder. Donc, nous pouvons compter sur des... À l'époque, il y avait des jeunes gens qui continuent d'ailleurs de travailler, des jeunes gens qui passaient de ménage à ménage pour collecter les ordures et les mettaient dans un dépôt où viendraient chercher où viendraient les collecter les camions. C'est un point sur lequel nous allons discuter avec nos partenaires. Ça va créer peut-être des emplois pour des jeunes, mais il faut qu'on puisse former ces jeunes-là pour faire cette précollecte. On a un problème sur la précollecte. On a également un problème parce que cette convention est rémunérée au poids des déchets. Au poids des déchets. Le camion qui vient prendre les déchets, quand il arrive à la décharge, il passe sur un pont bascule qui va déterminer le poids, et c'est ce qu'on paye. Aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons beaucoup de déchets humides. C'est-à-dire qu'à Abidjan, si on met les déchets quelque part, il pleut là-dessus, quand on vient prendre, il y a peut-être 5, 10%, 15% du poids qui est de l'eau. Nous allons voir avec nos partenaires comment régler ce problème. Très bien. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs difficultés. Donc, nous allons faire la revue du contrat à mi-parcours. Nous allons l'améliorer. C'est vrai, aujourd'hui, même si les camions passent tous les jours, on a besoin de sensibiliser nos compatriotes. Qu'on se discipline, que les déchets que nous sortons soient bien emballés. Mais comment vous faites pour le faire? Comment vous leur ça commençait déjà. Nos partenaires, dans leur programme, prévoient, n'est-ce pas, la sensibilisation. Nous-mêmes, nos services font également de la sensibilisation. On commence dès l'école. Nous avons des comités de salubrité que nous mettons en place au fur et à mesure dans les sous-préfectures, dans les villes, partout, qui ont aussi ce rôle de sensibiliser les populations, leur dire comment gérer les ordures, comment les emballer, ainsi de suite. Moi, je voulais revenir sur... Mais allez, on va regarder votre question. On va aller à la pub, là. On va à la pub. Bon, il faut bien se nourrir, donc on va à la pub. Allons à la pub. À tout de suite. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous avez choisi Live TV, merci beaucoup. Et ce soir, notre invité, l'invité du talk, est le ministre Bouaké Fofana. Il est ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Alain Toussaint, juste avant la pause, merci, vous avez la parole. Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure de centre d'enfouissement. Oui. Je voulais qu'il nous dise un peu le côté... impact sur l'environnement, parce que quand vous parlez d'enfouissement, cela veut dire qu'on met des déchets en terre. Est-ce que cela n'affecte pas la nappe phréatique? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dommageables? Est-ce qu'on a la technologie voilà. D'autre part, deuxième volet de ma question, comment est-ce que vous coordonnez votre action avec les autres ministères, notamment le ministère des Infrastructures ou de l'équipement maintenant, comme on dit? Je voulais bien comprendre. OK. Alors, sur la question de l'impact possible sur l'environnement, les centres d'enfouissement, avant leur construction, on procède à une étude d'impact environnemental. Et des mesures sont prises, pour protéger l'environnement. Quand les déchets arrivent, tout ce qui est ce qu'on appelle l'XVR, c'est le liquide qui peut être toxique, il est récupéré, il est traité. Je vous inviterai à faire une visite à Kosiwan. Volontiers. Parce que ça devienne de l'eau propre. Pas forcément consommable, mais de l'eau propre. On peut s'en servir pour arroser un jardin et tout cela. Donc, toutes les mesures environnementales sont vraiment prises. Et c'est pour cela d'ailleurs que les centres d'enfouissement sont gourmands en foncier. Si vous visitez Kosiwan, c'est sur 100 hectares. Ah oui, quand même. 100 hectares. Donc, on prend toutes les mesures nécessaires. Et l'enfouissement, comme je l'ai dit, après, nous allons utiliser ces ordures, ça nous sert de matière première pour produire du gaz et de l'électricité. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi la solution qui consistait peut-être à brûler, À brûler?
L'incinération? Oui, l'incinération, voilà. Pour produire toujours de l'énergie, vous voulez dire? Oui, non, déjà même pour se débarrasser de ces des ordures. Oui, mais et autres. d'un point de vue environnemental, c'est pas... Oui, c'est pas plus C'est vertueux. pas recommandé parce que vous brûlez des choses, il peut y avoir du toxique là-dedans. Et puis bon... Monsieur le ministre, il n'a pas terminé. Sur la coordination intergouvernementale. Alors, l'action gouvernementale est bien coordonnée. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, je dirais qu'aujourd'hui, on tient beaucoup de réunions interministérielles. Donc, quand un sujet implique plusieurs ministères, nous faisons des réunions interministérielles, voir comment on les gère. Si vous prenez mon département, l'assainissement et la salubrité, nous sommes au confluent de plusieurs enjeux. C'est cela, oui. Des enjeux environnementaux pour des raisons évidentes, des enjeux de santé publique, que tout le monde peut comprendre, des enjeux d'urbanisation et de construction. Donc, c'est évident qu'on travaille vraiment ensemble. Maintenant, nous gérons des situations qui datent quelquefois de très longtemps. Quand je parle, par exemple, d'occupation des sites d'ouvrage aujourd'hui, c'est la situation dont nous avons hérité. Et aujourd'hui, le ministère de la Construction est en train de... On a pris des mesures, on a pris des textes pour justement protéger les réserves foncières, pour protéger les emprises des ouvrages. Donc, on travaille vraiment ensemble. Je prends un exemple. J'étais à Korogo, si vous avez regardé la télé, j'étais à Korogo le week-end dernier avec mon collègue de l'hydraulique. On regarde Live TV. On y était. Donc voilà. Alors, cet après-midi, ensemble, nous avons rencontré le secrétaire exécutif du Forum mondial de l'eau. Il voulait un rendez-vous avec le ministre de l'Assainissement, un autre avec le ministre de l'Eau. On a dit, écoutez, on va faire une seule réunion. Oui. On a bien compris, les sujets transversaux et vous en parlez. Monsieur le ministre, on parle beaucoup d'Abidjan, mais un tout petit peu moins de l'intérieur du pays. Oui. Bon, Abidjan, la Côte d'Ivoire a ce problème-là. On a un ancien collègue qui disait que la Côte d'Ivoire souffre d'une macrocéphalie. Parce que les enjeux d'Abidjan sont des enjeux nationaux. Tout à fait. Je vous prends l'exemple, j'ai dit 4 000 tonnes de déchets par jour. Il faut cumuler peut-être une dizaine de villes à l'intérieur pour faire 4 000 tonnes par jour. Alors, mais nous travaillons à l'intérieur également du pays, dans toutes les grandes villes. Le ministère est relativement nouveau. Nous sommes en train de nous d'installer la direction régionale à l'intérieur du pays. L'ANAGED, qui est l'agence en charge de la gestion des déchets, a également des représentations dans plusieurs villes de l'intérieur. Et nous travaillons également sur les schémas directeurs d'assainissement et de drainage dans chacune des villes de l'intérieur du pays. En commençant par les capitales régionales, on va aller comme ça progressivement dans toutes les villes. Très bien. Est-ce que, juste d'un mot, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que peut coûter économiquement une mauvaise politique d'assainissement? Une mauvaise politique d'assainissement ça a l'impact extrêmement cher. Je vous ai dit qu'on est au confluent des enjeux. On est en santé publique. Rien que la santé publique. Si c'est une mauvaise politique de l'environnement, ça fait des maladies de toutes sortes. On peut contaminer la nappe phréatique. C'est ça. Parce que si les eaux que nous rejetons, les eaux usées, les eaux des toilettes, si ça n'est pas récupéré et traité, ça peut contaminer la nappe phréatique, ça peut contaminer les eaux de surface qui sont aujourd'hui traitées pour être servies pour la consommation. Élisée Boulou, terminé. Non, il n'a pas terminé. Que je peux dire encore on évite l'environnement. Bien sûr. De raison évidente. Parce que si vous déversez dans la lagune des déchets toxiques ou des déchets dangereux, les effets sont incalculables. Exactement. Il y a une politique, avant Élisée Boulou, bon allez-y, terminez, je vais prendre la question juste derrière. Allez-y. Ok, monsieur le ministre, vous avez dit quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il faut éduquer les populations, il faut faire un ensemble de sensibilisation, c'est vrai. Oui. Mais moi, je suis bien intéressé de savoir quelles sont les lois qui existent en matière d'assainissement et de salubrité. Excellente question. Voilà, en tout cas pour lesquelles il y a certainement des dispositions prises. Excellente question. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le comportement des Ivoiriens, on a l'impression qu'ils ignorent tout et que vraiment, c'est J'ai même bien fait d'attendre cette question parce que celle que je vais parler devait parler des sachets, des déchets plastiques. Voilà, allez. Alors, pour parler de la loi, j'étais à Niamey il n'y a pas très longtemps pour l'opération Grand Ménage et j'ai informé nos populations que nous travaillons actuellement sur un code de l'hygiène et de la salubrité, en partenariat avec le ministère de la Santé publique
Ce code, aujourd'hui, il est prêt. On va le déposer sur la table du gouvernement. On espère que dans les semaines à venir, que ce code va être adopté par le Conseil des ministres. C'est une loi qui va passer devant le Parlement. Et ce code-là va quand même définir les droits et les devoirs de chacun. Voyez-vous, quand on prend la Constitution ivoirienne, elle consacre le droit à un cadre de vie. Un cadre de vie assaini. Voilà. Mais elle consacre aussi un devoir. Elle dit, l'article 40, si je ne m'en abuse, l'article 40 dit que l'assainissement est un devoir communautaire pour toutes les personnes physiques et morales. Pour des raisons X, Y ou Z, nous-mêmes, Ivoiriens, nous voyons que nos droits dans la Constitution, on ne voit pas les devoirs. C'est pour cela que les textes, aujourd'hui, on est en train de les prendre. Comme je l'ai dit, on a un texte on a un code de l'hygiène et de la salubrité préparé conjointement par le ministère en charge de la Santé et notre ministère. Nous travaillons également sur un code de l'assainissement. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous construisez une maison, vous devez soumettre, pour avoir le permis de construire, un plan d'assainissement de votre maison. Si vous n'êtes pas à côté d'un égout, vous devez avoir votre fosse septique, d'être en assainissement autonome. C'est sur cette base-là qu'on vous donne l'accord pour construire la maison. Mais si nous n'avons pas de pouvoir de police pour aller vérifier, une fois que la maison est construite, que le système d'assainissement sur lequel le maître d'ouvrage s'est engagé n'a pas été construit, c'est un problème. Donc nous allons également prendre un code de l'assainissement qui va permettre à des agents assermentés du ministère d'aller vérifier que chaque maison qui existe dispose d'un système d'assainissement. Est-ce que vous avez fait ce travail en amont, par exemple, avec les opérateurs immobiliers déjà Bien sûr, ils le savent. Ils le savent. Très bien. Rihanna, dernière question. Monsieur le ministre, de façon beaucoup plus terre-à-terre, ceux qui nous regardent aimeraient savoir quand est-ce qu'on pourra être dans une ville qu'on estimera propre. Vous avez parlé de tous ces problèmes, tous ces enjeux, ces perspectives, mais quand est-ce qu'on estimera avoir résolu ces problèmes? Je vais commencer par dire que peut-être, bon, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à Abidjan. Abidjan est quand même beaucoup plus propre qu'il y a quelques années. Oui. On l'a reconnu dans l'entame ici, de l'émission. Oui. Donc, ça veut dire que le travail qui est fait aujourd'hui produit ses effets. C'est quand nous allons avancer dans la sensibilisation, dans l'éducation des gens, et avec également, parce que les lois que nous sommes en train de prendre ont également un côté répressif. C'est la conjonction de tout ça qui va nous donner une ville propre comme nous souhaitons tous. Et vous avez un plan dans le temps? Nous avons un plan dans le temps, puisque la Côte d'Ivoire a pris des engagements au regard des objectifs de développement durable. Objectif numéro 6, parce que l'assainissement vient quand même en 6 sur 17 objectifs de développement durable. Prioritaire. Donc, nous avons un plan. Il est précis. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2025, d'ici 2030? C'est pour cela que nous allons commencer très bientôt la sensibilisation. Nous allons commencer également à libérer les zones dites à risque. Parce que, voyez-vous, des gens vont s'installer sur des sites qui ne sont pas faits pour accueillir des familles. Toutes les ordures, on n'est même pas en mesure d'aller chercher les ordures là-bas. Récemment, j'étais sur le terrain, j'ai vu le quartier qu'on appelle Tombé-Mort, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier. C'est dans quelle commune? Du côté de la Técoubé, à côté. Ah, oui. Côté. Alors, vous savez, les gens sont perchés à 10-15 mètres. Ouais. Et le don est venu de quoi? Parce que si vous tombez, c'est fini, quoi. Vous êtes un peu comme les favelas. Comment voulez-vous que les gens puissent aller collecter les ordures là-bas? Donc, ces zones-là, c'est des zones à risque, vraiment. Chaque saison de pluie, il y a des glissements de terrain. Est-ce que c'est votre seule responsabilité? Non, on a un comité interministériel en charge de la gestion des catastrophes et des crises, mais la salubrité de la ville et la question de l'assainissement, c'est notre responsabilité. Nous travaillons de concert avec beaucoup de ministères, équipement, sécurité, environnement, enfin, il y a une dizaine de ministères. Mais nous allons bientôt, parce qu'en préparation de la prochaine saison des pluies, libérer ces zones à risque. Et ça va peut-être régler une partie des problèmes, parce que toutes les ordures produites dans ces zones-là, qui ne sont pas accessibles aujourd'hui à nos partenaires qui font la collecte, quand il pleut, ça se retrouve dans la lagune.
Merci, Monsieur le ministre. Je vous rappelle, je vous rassure que de toute façon, pour nos internautes, dont on a certaines réactions ici, le quartier est tombé mort. Vous avez édifié un bon nombre de nos téléspectateurs. Alors, c'est vrai que la question de la salubrité et de l'assainissement est une question importante. Déjà, au cours de cette émission, on a tout de suite touché du doigt le vrai problème de la discipline, du civisme. D'autres questions auraient pu être abordées sur ce plateau-là, mais je vous rassure, Monsieur le ministre, d'autres questions telles les nuisances sonores, les restaurants, les maquis, les usines qui déversent donc leurs déchets, ou encore la fameuse question des jeunes qui font la collecte ou la pré-collecte. Toutes ces questions-là pourront être abordées avec votre permission et votre agenda dans une autre émission, un autre rendez-vous, par exemple à Face à la Côte d'Ivoire, qui aura beaucoup plus de temps. Bien, volontiers. Volontiers. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à Ariana, Élisée et Alain Toussaint. Merci également à toutes nos équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi. Demain, on a Face à la Côte d'Ivoire. Une bonne fin de programme. Je ne suis pas prêt à vous le dire, monsieur Alain Toussaint. Je vais même vous donner les fiches. Il ne sait pas garder les secrets. Je vais même vous donner les fiches. Demain, vous retrouvez Alain et André pour Face à la Côte d'Ivoire. Des autres. Merci. Et surtout, prenons soin de notre Côte d'Ivoire. C'est important. Merci, monsieur le ministre. Merci. Et à lundi. Anaki. OK. Allez, là,